Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Conakry vient d'abriter la rencontre sous-régionale de l'Union du fleuve Mano. En toile de fond, l'amélioration de l'activité économique des femmes au sein de l'espace Mano. Pour y parvenir, plusieurs recommandations ont été adoptées pour renforcer l'autonomisation des femmes des pays membres. Compte rendu Bernard Tanguino. L'Union du fleuve Mano s'intéresse aux conditions de vie des femmes en milieu rural. Une étude sociologique est faite sur les activités économiques des femmes le long des frontières dans l'espace Mano. Le résultat est présenté au cours de cette rencontre sous-régionale à Conakry. L'étude révèle que dans leur commerce transfrontalier, des femmes sont confrontées à plusieurs difficultés. C'est vraiment une conclusion qui met en valeur l'activité économique des femmes et surtout leur contribution au développement socio-économique des 4 pays. Bon, il ressort aussi beaucoup de difficultés naturellement. Au nombre de ces difficultés, il y a d'abord les problèmes de financement des activités des femmes. Il y a ensuite ce qu'on peut appeler les tracasseries au niveau des frontières, les difficultés que les femmes éprouvent à traverser les frontières, le problème avec les agents des forces de l'ordre, avec les agents des forces de douane. Il ressort aussi d'énormes problèmes au niveau des infrastructures. Je ne veux pas dire directement du transport, parce que c'est surtout les infrastructures au niveau du fleuve, des 4 pays qui posent problème, et les routes, les ponts, etc. Ce qui effectivement déteint dans les conditions de transport. Il n'y a pas de réseaux de transport qui peuvent soutenir l'intensité de cette activité. Pour relever ces défis, les pays membres de l'Union du fleuve Mano s'accordent sur plusieurs recommandations. L'amélioration des infrastructures routières pour faciliter le transport des productions rurales, la formation des femmes et des services d'immigration sur les pratiques commerciales au sein de l'espace Mano, la promotion des sources d'énergie en milieu rural. Les communautés qui vivent le long des frontières ont des relations d'abord de famille, ensuite des relations d'interdépendance qui transcendent, n'est-ce pas, les frontières des États. Alors, le secrétariat va mettre un plan de suivi-évaluation, n'est-ce pas, et voir comment chaque pays avance par rapport aux recommandations. Parce que c'est une chose de se réunir et de décider de quelque chose, n'est-ce pas, c'est une autre chose de faire un plan de mise en œuvre des décisions qui sont prises. Ces décisions, maintenant, doivent être transcrites dans un chronogramme qui permettent vraiment d'abord de dégager la stratégie de mise en œuvre de ces décisions. Deuxièmement, les ressources nécessaires à la mise en œuvre. Les conclusions de la rencontre de Conakry seront soumises au Conseil des ministres des différents pays, des recommandations qui seront transmises aux chefs d'État en vue de leur application, ce qui devrait contribuer à l'autonomisation des femmes en milieu rural au sein de l'espace Mano. Pour assurer la gestion des biens publics, les organisations de la société civile guinéenne entendent jouer leur partition dans le changement des mentalités en Guinée. C'est dans ce cadre que l'ONG, le Mouvement des services publics, vient de mener une enquête sur la gestion des biens publics. Les résultats de cette enquête ont été présentés à Conakry. Le point avec Younoussa Tawel Kamara. À travers cette rencontre, l'ONG Mouvement de suivi des services publics MOSEP, issu de la société civile, présente les résultats d'une enquête menée sur la gestion des services publics de l'État. Les secteurs comme la santé, l'éducation et les travaux publics constituent les principaux domaines explorés par cette enquête. C'est toute une première en Guinée que des structures de société civile s'activent dans le suivi des services publics au niveau du secteur de la santé, de l'éducation et des travaux publics, et produisent un rapport. Vous conviendrez que ce rapport est très accablant dans les attentes des citoyens. Vous conviendrez avec nous que la non-satisfaction de ces besoins existe toujours, perdure toujours et sont très déliquescentes dans certains endroits. Les acteurs de la société civile guinéenne apprécient toutefois certaines actions réalisées par le gouvernement. Des actions qui ont besoin d'un changement de mentalité et de comportement des citoyens. L'amélioration des conditions de vie de la population, c'est la condition d'existence même des organisations de la société civile. L'incivisme a atteint son paroxysme dans notre pays. Les populations s'attendent à tout, mais ils ne veulent rien faire pour améliorer leurs propres conditions de vie. Parce que qui veut des infrastructures contribue à la mobilisation des ressources intérieures.
La ville de Conakry et la région de Farana ont été les zones de test de cette enquête menée sur la gestion des services publics de l'État. Prestation de serment à la Cour d'appel de Conakry, 41 experts comptables s'engagent à respecter les principes de leur fonction de gestionnaire. Mamadi Gassama à Sekousouma pour en savoir un peu plus. 4 mois après l'installation de son bureau, les nouveaux membres de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés de Guinée prêtent serment. 41 membres du bureau sont habilités à exercer cette fonction qui a pour rôle de garantir la transparence financière en Guinée. Une nouvelle étape commence dans la vie de ces experts comptables. Madame la procureure générale de ces réquisitions donne acte au postulant qui vient de passer ici du serment qu'ils viennent de prêter et les renvoie à l'exercice de leur profession. Dit le tout, il sera dressé au procès verbal. En qualité de vigie de la santé financière des entreprises, l'Ordre des experts comptables s'engage devant la Cour d'accompagner le gouvernement dans l'amélioration de l'environnement des affaires, mais aussi de la bonne gestion des ressources internes. La loi nous oblige de prêter serment auprès de la Cour d'appel, parce que c'est un engagement profond. Il est important que ceux qui s'engagent, n'est-ce pas, à faire ce travail-là, prêtent serment solennel auprès du ministère de la Justice. Cet engagement est solennel, elle est indispensable, elle a une valeur symbolique, elle a une valeur morale incommensurable. Beaucoup de défis et de chantiers attendent le nouveau bureau durant ces 5 dernières années. Il s'agit entre autres de l'exercice illégal de la profession et la nécessité de rassurer les investisseurs. Un détour à Boké, comment rendre le système national d'information sanitaire plus performant. La question de sa modernisation est au centre d'une session de formation des agents de santé de la région de Boké. Un logiciel de gestion des données est en phase d'expérimentation. Reportage à Djatobari. La région administrative de Boké constitue la dernière étape de mise à l'échelle nationale du logiciel DHIS2, une plateforme moderne de collecte, de traitement et de transfert des données sanitaires. Dans cette localité, ils sont 30 agents sanitaires formés à l'utilisation de l'outil DHIS2. De quoi favoriser la remontée rapide des informations sanitaires en vue d'une prise de décision efficace. Aujourd'hui, donc, avec un mot de passe, avoir une visibilité totale sur ce qui se passe sur le système de santé de la Guinée, en partant des districts sanitaires jusqu'au niveau national. Donc, je suis vraiment satisfait de la formation qui vient de finir ici, donc qui met un terme au déploiement de ce logiciel sur l'ensemble du territoire national. Nous avons nos supervisions trimestriellement au niveau des directions régionales, mensuelles au niveau des directions préfectorales. Elles seront faites avec l'appui des équipes cadres du district. Et nous sommes sûrs que nous pourrons obtenir des résultats. Et on ne s'arrête pas là, on va analyser les données, on va les interpréter, on va proposer des solutions et nous allons mettre en œuvre ces solutions sur le terrain. Ces utilisateurs de l'outil DHIS2 formés viennent des différentes structures hospitalières de Boké. Il s'agit notamment de médecins, statisticiens et responsables des structures de soins de la région. À l'issue de la formation, 11 box Internet sont mis à leur disposition par RTI International. Donc avec des crédits de recharge pour l'année 2017. Et en plus de cela, nous avons projeté aussi aider les DPS et les hôpitaux de la région qui n'ont pas de source d'énergie électrique à les doter en kit panneaux solaires pour qu'ils puissent avoir l'énergie en permanence pour l'utilisation de cet outil. À partir de l'instant, le rapportage des différentes données au niveau du district sanitaire de Boké se fera mensuellement. A rappeler que la mise en œuvre de cette plateforme de gestion des informations sanitaires s'inscrit dans la logique de la politique de modernisation du système de santé guinéen, une première dans le pays. Toujours dans l'actualité nationale, fin de journée de sensibilisation des adolescents et jeunes sur la santé sexuelle et reproductive. Acteurs de leur santé, ils ont été outillés sur les connaissances de leur vie sexuelle afin de les amener à un changement de comportement. Fatima Diallo.
Entamée le 14 décembre, cette sensibilisation a touché 3 lycées et 2 universités de la capitale. L'université Gamal Abdel Nasser de Conakry est la dernière étape. Pendant 4 jours, une équipe conjointe du ministère de la Jeunesse, de l'UNFPA et du Comité national de lutte contre le sida a échangé avec ses élèves et étudiants. Les échanges ont porté sur la santé sexuelle et reproductive, notamment au niveau de la couche juvénile. Elle vise à donner des compétences aux jeunes en vue d'aider leurs pairs à se protéger contre toutes les infections sexuellement transmissibles. Une occasion d'appeler tous nos étudiants à être prudents parce que cette sensibilisation, que je sache, concerne la santé de la reproduction et la lutte contre le VIH-Sida en particulier. Je vais dire à mes amis de se préserver contre les maladies sexuellement transmissibles, de rester fidèles, de s'abstenir. Pendant cette tournée de sensibilisation, des débats et des projections de films sont réalisés pour amener les jeunes à un changement de comportement. Ces séances devront permettre de réduire le taux de transmission du VIH-Sida chez les adolescents et les jeunes. Cette activité va nous permettre d'amorcer un partenariat et de le formaliser avec l'ensemble des institutions d'enseignement universitaires et scolaires pour que les jeunes, les étudiants soient suffisamment informés sur les questions non seulement de VIH-Sida, mais sur d'autres questions telles que le dividende démographique, l'exploitation de ce bonus humain pour stimuler la croissance économique. Le débat a été interactif et on a vu de l'engouement, ce qui nous interpelle encore davantage de mettre ces activités vraiment au cœur de notre agenda pour aller à l'échelle les mois prochains. Pour réussir la lutte contre la pandémie du siècle, ces jeunes seront formés comme des pères éducateurs en faveur de leurs établissements respectifs, mais aussi de leur communauté. Parmi l'ouverture de plusieurs chantiers de réhabilitation du réseau routier par le chef de l'État figurait le pont de Fanyé à Forêt-Caria. Cet ouvrage entièrement achevé est de nouveau ouvert aux usagers de la route inter-État Conakry-Freetown. Ceci grâce à un financement de l'État guinéen à travers le fonds d'entretien routier. Ansoumane Toumani Camara, reportage. La direction des ressources humaines de EDG attache du prix à la formation et à la prévention sur les lieux du travail et la santé. C'est dans ce cadre que son service médical entreprise organise cette séance d'information et de sensibilisation sur la lutte contre le VIH-Sida à l'intention des travailleurs de EDG. Le mois de décembre étant consacré à la lutte contre le sida, il était tout naturel que le EDG s'inscrive dans cette démarche mondiale et profite donc de ce mois pour délivrer de l'information à l'ensemble de son personnel. Qu'est-ce que le VIH-Sida? Comment se fait la contamination? Quels sont les symptômes de cette maladie et comment l'éviter? Voilà les questions qui ont dominé cette séance de sensibilisation des travailleurs de EDG. En répondant à ces questions, les animateurs ont insisté sur la prévention en tant que moyen efficace pour freiner cette maladie qui a fait et qui continue de faire trop de victimes dans le monde. Sans prévention, la maladie risque d'évoluer de façon exponentielle. Il faut absolument que ces campagnes-là perdurent, qu'on insiste dessus, qu'on aille en profondeur d'ailleurs, pour que les gens prennent conscience et surtout pour qu'ils se fassent dépister de façon anonyme. Le thème de cette séance de sensibilisation des travailleurs de EDG a porté sur le VIH-Sida en milieu du travail. Une séance organisée à l'occasion du mois de décembre consacrée à la campagne de lutte contre le VIH-Sida dans le monde. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez dû le rectifier. C'était plutôt le dépistage du VIH-Sida au sein de l'EDG. Parmi l'ouverture de plusieurs chantiers de réhabilitation du réseau routier par le chef de l'État figurait le pont de Fanyé à Forêt-Caria. Cet ouvrage entièrement achevé est de nouveau ouvert aux usagers de la route inter-État Conakry-Freetown. Ceci grâce à un financement de l'État guinéen à travers le fonds d'entretien routier. Ansoumane Toumani Camara, reportage. Sur cette route inter-État Conakry-Freetown via Forêt-Caria, le pont de Fanyé. Il y a moins de 2 mois, ces images traduisaient le calvaire des usagers pour sa traversée. Aujourd'hui, après d'intenses travaux de réhabilitation,
cet ouvrage colonial est de nouveau ouvert au trafic. Techniquement, il n'y a aucun problème. On a travaillé en collaboration avec le département, on a travaillé avec le représentant du département au niveau de Forcaria. Il y a eu un grand suivi ici, donc les travaux se sont passés dans de très bonnes conditions. Avant et aujourd'hui n'est pas la même chose. Le travail est bien fait et il y a de la garantie. Ces travaux exécutés en moins d'1 mois ont été financés par le Fonds d'entretien routier avec un contrôle technique de la Direction nationale de l'entretien routier. À la remise officielle ce week-end de l'ouvrage au ministère des Travaux publics par l'entreprise Metal Plus, techniciens et autorités locales de Forcaria ont apprécié la qualité des travaux. On a visité toutes les poutres et on voit que vraiment tout a été fait conformément au cahier de charge. Et cela suite bien sûr aux instructions que Madame la ministre des Travaux publics nous a données. Aujourd'hui donc, voir les véhicules circuler en toute sécurité et aussi voir la qualité des travaux, on s'en réjouit et je suis animé de réels sentiments de satisfaction. Après ces travaux de réhabilitation, l'autre mesure attendue est l'installation des ponts de paysage des 2 côtés du pont de Fagny. Une mesure préventive qui permet de respecter le poids à l'essieu pour assurer la garantie de l'ouvrage en attendant sa reconstruction. L'ouvrage est sur l'un des chaînons manquants du corridor Dakar-Abidjan. Les procédures de financement sont bouclées du côté de la BAD et le démarrage des travaux est annoncé pour 2017. La journée mondiale du volontariat a été célébrée à Farana. Adoptée par les Nations Unies, la journée permet aux volontaires de faire connaître leur mission et la contribution apportée aux communautés. Occasion pour ces jeunes de donner un coup de balai à l'hôpital régional de Farana. Le point avec Moussa Bangoura. À Farana, la journée internationale des volontaires, célébrée en différé, a été marquée par des activités d'assainissement à l'hôpital régional. Une journée adoptée par les Nations Unies en 1985 afin d'apprécier le pouvoir et le potentiel du volontariat. La journée internationale de la volontariat est pour moi une opportunité de remercier toutes les autorités pour leur engagement en faveur de l'insertion sociale des volontaires. Les volontaires sont sur le terrain pour fournir des services de base afin de lutter contre la pauvreté, la faim et l'exclusion. En cette journée du volontariat, le nettoyage des structures sanitaires est nécessaire pour améliorer la santé des patients. Si vous venez à l'hôpital aujourd'hui pour assainir notre hôpital, ça rentre dans le cadre de la protection contre les infections au niveau des formations sanitaires. Et on ne peut que s'en réjouir. Durant cette année 2016, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a collaboré avec plus de 12 000 volontaires à travers le monde. Une manière de contribuer au développement durable et à la paix sur les continents. Le Lions Club mène à bien sa mission humanitaire. Cette organisation vient en appui aux enfants vivant dans la cité de solidarité avec en main des vêtements, ce dont contribue à améliorer le bien-être de cette couche vulnérable. Tcherno Ousmane Diallo est le témoin de cette remise. Tous des enfants vulnérables, c'est avec de larges sourires qu'ils reçoivent leurs cadeaux, même si pour certains, ils ne peuvent pas les voir du fait de leur handicap visuel. Issus de familles pauvres à la cité Solidarité, ce genre de don est pour eux toujours le bienvenu. Des vêtements et des chaussures venus de l'Hexagone, une assistance sociale du Medical Lions Club de France, remise à travers la branche nationale du Lions Club. Nous sommes à la veille de Noël et nous avons estimé que tous les enfants de Guinée doivent bénéficier de la même façon de la magie de Noël. Il n'y a pas de raison que ce soit seulement les enfants de Nanty qui puissent sourire, mais pas les autres. Le don vient conforter le partenariat entre l'organisation humanitaire Le Lions Club et le ministère en charge des questions sociales. Nous ne dirons que merci. Merci à cette organisation, merci à ses partenaires donateurs et nous souhaiterons lancer un appel aux autres organisations pour qu'ils puissent emboîter le pas au Lions Club parce que tout simplement nous avons beaucoup d'enfants qui sont nécessités.
L'organisation donatrice, le Medical Lions Club de France, est composée essentiellement de médecins. Après les enfants, elle entend marquer sa contribution au relèvement du système sanitaire du pays. Dans le conteneur que nous avons reçu, il y a du matériel médical et des lits médicalisés pour la préfecture de Kerouané. Nous avons aussi du matériel médical qui doit aller à Ignasdine et aussi à Kindia. Fondé il y a un siècle avec près d'1 500 000 membres à travers le monde, le Lions Club International est aujourd'hui le plus grand club service. La sécurité des transporteurs, chauffeurs et autres utilisateurs de la route est une priorité pour la société de distribution et de commercialisation des produits pétroliers en Guinée. Total vient d'octroyer des prix aux meilleurs de cette corporation au compte de l'année 2016. L'action vise à limiter les accidents de la route. C'est un public reportage signé Valérie Talimané. Des prix destinés aux meilleurs transporteurs et chauffeurs de la société Total Guinée. 22 récipiendaires ont mérité la confiance de l'administration. Tous joyeux, les lauréats s'assignent une mission, apporter le message de la société à leur père. Le conseil que je vais donner à mes amis, pour rouler doucement, pour appliquer le 4 clés de conduite défensive, pour respecter les règles de Total et de règles de circulation. Vraiment, je suis tellement content. Dans accident zéro, c'est ce que nous cherchons. Parce que nous disons que nous avons tort, parce que tout simplement, nous avons des chauffeurs qui sont formés, mais les autres qui ne sont pas formés là, il faut conduire pour soi et pour ceci-là. Ce qui n'est pas facile aussi. Ce qui n'est pas facile. Ça ne veut pas dire que juridiquement, loyalement devant la loi, que c'est nous qui sommes responsables des accidents. Mais nous voulons faire en sorte qu'il n'y ait pas du tout d'accident. La société de distribution et de commercialisation des produits pétroliers se lance un défi. Atteindre le niveau zéro cas d'accident en Guinée. On décerne des prix pour simplement montrer l'importance qu'on accorde aujourd'hui à tout ce qui est sécurité routière. Le groupe s'est engagé, et Total Guinée bien entendu, s'est engagé dans un objectif d'avoir 0 mort en Guinée bien entendu, mais 0 mort au sein du groupe. Dans son ambition de maintenir son élan de leader en transport et commercialisation des produits pétroliers, Total Guinée fait de la formation une priorité. Présente dans plus de 130 pays dans le monde, la société Total est l'une des premières compagnies pétrolières dans le monde. Outre la fourniture des produits et services plus innovants accessibles à ses clients, la société participe aussi à protéger la vie des populations. Culture avec un week-end qui a tenu toutes ses promesses à Conakry. Les mélomanes de la capitale ont été comblés par des séries de spectacles. Les 20 ans de Lama Sidibé au stade de Nongon et le rendez-vous du rire avec l'équipe de Mamadou Tok. Le week-end de spectacle à Conakry, c'est avec Mikini Moussa Kamara et Nabi Kamara. C'est un week-end de shows et de comédie à Conakry. Au stade de Nongo, l'artiste Mamadou Lamaran Sidibé, alias Lama Sidibé, fête les 20 ans de sa carrière musicale. Constant sur le marché du disque guinéen et engagé pour la promotion de la musique pastorale, le chanteur rappelle les 7300 jours de sa vie musicale. J'ai eu des prix, mais le prix qui m'a beaucoup marqué, pour une première fois, c'est à la Havane, à Varadero, en 2009. Je suis allé, il y avait 3000 musiciens, 300 groupes. Et tu joues, tu n'as que 5 minutes, quelqu'un où tu as quitté. Et d'ici que j'ai terminé mes 45 minutes, ils m'ont majoré à 55 minutes. Et après, on dit que le groupe de Guinée rejoue à 22h. J'ai joué à 10h du matin et je devais rejouer à 22h. Après qu'on termine le spectacle, on dit que le groupe guinéen joue au centre culturel. Ils ont donné la date. Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué. À Kakimbo, dans la commune de Ratoma, un dîner gala est offert par Guinée Edgrade, une plateforme qui œuvre pour la formation des notions de danse et d'informatique depuis 4 ans en Guinée. Ce dîner gala est pratiquement le plus grand événement que l'ONG arrive à faire l'année, c'est-à-dire pour lever les fonds, pour également faire un compte rendu à nos supporters, ce que nous avons eu à faire toute l'année et ce que nous prévoyons, n'est-ce pas, faire l'année prochaine.
À Kamayenne, c'est la nuit des comédiens. Elle est pilotée par le célèbre humoriste Mohamed Lamine Diallo, connu sur le sobriquet Mamad Tog. C'est de donner de la place à l'humour guinéen. Montrer aux gens que l'humour, la comédie est si importante. Un événement qui a connu la participation de plusieurs grands noms du monde de la comédie, comme l'Ivoirien Adama Dolo, dit Adama Daiko, et notre compatriote Cho Bailo. Ceci pour égayer les spectateurs à travers le rire. Sport après le rire, le coup d'envoi du championnat national de karaté a été donné ce week-end dans le gymnase de la Fédération guinéenne de handball au stade du 28 septembre. Doté du trophée Chaka Barry, ministre en charge des sports, ce championnat regroupe les 8 ligues du pays. Ibrahima Sori, Fofana. Couronnement de plusieurs mois de labeur, d'endurance et de préparation physique, ce championnat regroupe plus de 500 athlètes venus des 8 ligues du pays et des garnisons militaires et paramilitaires. Cette évaluation au niveau de nos compétiteurs traduit la volonté de la nouvelle équipe dirigeante fédérale à faire du karaté guinéen un des plus compétitifs du continent. Aujourd'hui, vous avez compris que tous ces corps militaires et paramilitaires sont ici présents. En plus des 8 ligues de la Guinée, nous avons aussi les 54 clubs de Conakry. Donc vraiment, mes impressions sont les bonnes. Aujourd'hui, vous êtes membre soit de la gendarmerie, soit la police, soit de l'école et chaque région. Donc c'est la discipline qui compte. Je voudrais profiter de l'occasion pour renouveler l'engagement du département dans le cadre de l'organisation du tournoi Tikazor en République de Guinée en 2017. Le département s'engagera à abriter cette compétition en collaboration avec la Fédération guinéenne de karaté. Les compétitions se poursuivent tous les jours entre les différents protagonistes en kata et en comité, toujours dans le gymnase de la Fédération guinéenne de handball. À la même page, 18 décembre 1977 à 18 décembre 2016, il y a 39 ans, le Afia Football Club de Conakry a été sacré triplé champion d'Afrique des clubs. Un événement resté gravé en lettres d'or dans l'histoire du football africain. Sur ce plateau, nous recevons celui qui a été l'envoyé spécial de la radio nationale avant de couvrir à la télévision le match retour de l'apothéose. Eladj Omar Djeng est avec moi. Bonsoir Eladj. Bonsoir. Aujourd'hui est la date anniversaire d'un événement historique, le sacre pour la 3e fois du Afia Football Club. Alors? Oui, bon, c'est un événement, comme vous le dites, qui est gravé en lettres d'or dans l'histoire du football africain. Je retiens cela comme étant l'une des plus belles pages de l'histoire de notre football. Mais vous me permettrez de remercier en passant un de nos compatriotes qui était avec nous au match aller à Accra. C'est Moussa Kemoko Diakité, qui était parti au compte de Sidi Film, à l'époque devenu Onasig, et qui a été le réalisateur du film Afia Triple Champion. Ce film, vous ne pouvez pas l'imaginer, mais ce film avait disparu dans nos archives depuis le 4 juillet 1985, parce que les militaires se sont affrontés à Boulbiné, dans les studios de la radio. Beaucoup de choses ont été calcinées, dont les archives du Afia, le film du match retour que nous avions commenté à Conakry, et puis le film de Moussa Kemoko Diakité qui retrace les 3 trophées. Ce film-là, donc, lui, il l'avait gardé en couleur et très clair. Et à l'occasion de ce 18 décembre 2016, nous lui avons dit, c'est un dimanche, le directeur général et moi, donc il a bien voulu le remettre à notre disposition. Un plaisir pour les nostalgiques. Voilà, le plaisir, maintenant, le souvenir que je garde de cet événement, c'est le souvenir de l'une des plus belles pages, sinon la plus belle page de l'histoire de notre football. Pourquoi? Parce que les autorités d'alors, le peuple, les joueurs, le public sportif, tout le monde avait fait de la conquête
de la Coupe Kwame Nkrumah la priorité des priorités. Oui. C'était quelque chose de politique, de par la vision panafricaniste de l'Osadjefo Kwame Nkrumah, dont le trophée porte le nom. Alors le président Sékou Touré et toute la Guinée, on a fait de la conquête définitive de ce trophée, la priorité des priorités. Autre chose que vous ne pouvez pas imaginer, la Guinée a dominé la CAN de 1976 à Addis Abeba. Tout le monde a dit la Guinée domine, le Maroc remporte, de sorte que lorsqu'on a dit que la prochaine CAN c'est à Accra en 1978, tout le monde a dit mais ça c'est la CAN de la Guinée. Mais on ne s'est même pas qualifié pour cette CAN. Pourquoi? Parce que les autorités ont ramené les problèmes de cette CAN de 78 au second plan. Nous avons fait de la Coupe des clubs champions la priorité des priorités. Et lorsque nous avons même été éliminés par la Tunisie, je me rappelle, on a dit bon, adieu à la CAN, rendez-vous en Coupe d'Afrique des clubs champions, parce que c'est la priorité des priorités. Et donc le AFIA a pu réussir cette victoire. Pourquoi? Parce que notre football à l'époque reposait sur de bonnes bases. Ok, après toute cette gloire, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que la Guinée se hisse de nouveau à la cime du football africain? Il faut remettre notre football sur de bonnes bases. La stratégie, elle n'a pas changé. C'est vrai, le contexte a changé. De 1977 à nos jours, ce n'est plus le même contexte, même politique. Mais la stratégie de développement sportif reste la même. Ça va de la base au sommet. À l'époque, les bases, c'était quoi? C'était la Coupe nationale, c'était le championnat, c'était surtout le sport scolaire et universitaire que nous avons délaissé. Et la forme du sport lié à l'école a trouvé donc un élan beaucoup plus raffiné avec les centres de formation. Non seulement nous avons délaissé le sport de l'école, mais nous n'avons pas fait l'école de sport. Et aujourd'hui, c'est là où des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Mali nous battent, les centres de formation. Il n'y a plus le football d'instinct. C'est comme la licence de droit et d'économie, et ça s'apprend dans les classes de foot. Il faut qu'on crée des centres de formation, puisque nous avons le championnat, nous avons la coupe, nous avons le soutien du peuple. Il y a les efforts du gouvernement. Mais on ne s'occupe que du Sili national senior. Il faut refaire les bases de notre sport et les centres de formation. La FIFA a financé ici un centre de formation qu'on appelle le projet Gaulle, qui est à côté du stade de Nongo. Le centre a été construit, financé à la hauteur de $1 million par la FIFA, mais le centre n'a jamais été opérationnel. Ça ne dit rien ni au ministère, ni à la fédération. Et le projet Gaulle, il est là. Il y a aussi les infrastructures. Il y a une question qui me châtie. Que sont devenus ces héros d'une certaine époque avant de nous? Bon, beaucoup sont décédés. Oui. Beaucoup. La plupart d'entre eux, Joléa est décédé, Bangali Silla est décédé, Ali Badra Kolev est décédé, Soriba Edante, qui a soulevé le premier trophée à Kampala, est décédé. Le plus jeune d'entre eux, Amara Touré, est décédé. Arsène Campbell est décédé. Par contre, il y a Chérif Suleiman, Petit Sori, Maxime aussi, tout récemment, est décédé. Mais même les serviteurs du micro, compagnons du AFIA, beaucoup ne sont plus de ce monde. Je m'incline devant leur mémoire. Boubacar Kanté, Paté Diallo, Kabinet Kouyaté. Merci Eladj Djeng d'avoir répondu à notre invitation. Il est l'un des témoins du triplé du AFIA Football Club. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres et passé de bons moments en compagnie des programmes de la chaîne qui a pour mission de vous servir. Bonsoir à tous.